Suite à sa diffusion le 17 septembre sur Netflix, Squid Game a bouleversé le monde. Il a prouvé qu'en fait, les gens étaient prêts à regarder Kaiji. Mais il fallait remplacer l'animation japonaise par des acteurs sud-coréens, parce que tu vois, l'animation, ça fait bébé, puis les mecs, ils ont des têtes bizarres, ils sont triangles, là, puis... Ok, je vais arrêter ça, mais s'il vous plaît, regardez Kaiji, c'est vraiment bien. S'il vous plaît. Mais ce que Squid Game a surtout prouvé, c'est le puissant soft power sud-coréen, sa puissance culturelle. Il a prouvé sa capacité à offrir des productions audiovisuelles divertissantes et bien mises en scène d'un côté, et provoquant et chargées niveau message sur la société, la politique et l'humanité de l'autre. Qu'il s'agisse de Memories of Murder, Oldboy, Parasite, Le Dernier Train pour Busan, Okja, Psychokinesis et maintenant Squid Game, ça fait 20 ans qu'on commence enfin à comprendre que le cinéma et la télévision de la Corée du Sud avaient des choses puissantes à nous raconter par l'image. Mais c'est peut-être pas assez puissant pour certains. De la même façon que des gens comme, je sais pas au hasard, Elon Musk sont passés à côté du message sur le capitalisme dans Parasite, d'autres essaient de nous faire croire que Squid Game est une critique, je sais pas, du communisme, voilà, parce qu'il y a du népotisme, qu'il y a des gens qui font la queue pour manger du pain, et on est en enfer en fait, voilà, genre pas dans la série, genre moi je suis en enfer avec vous. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a beau dire littéralement en interview que sa série est une fable sur les sociétés capitalistes modernes, certains ont du mal à le croire. Il y a déjà eu pas mal d'essais vidéo sur Squid Game et le capitalisme, mais ils sont en anglais donc on s'en fout. Non, faut pas dire ça. Non, je prouve pas moi. Tu recommences. Il y a déjà pas mal de vidéos-essais parlant de Squid Game et de capitalisme, mais j'aimerais quand même apporter ma petite pierre à l'édifice en parlant spécifiquement de comment Squid Game parle d'inégalité. On verra que ces inégalités se retrouvent aussi dans notre société, bien sûr. On parlera de responsabilité individuelle, de fausse égalité, de metagame, comme si on jouait à League of Legends ou je sais pas quoi. Je connais pas trop League of Legends, je regardais Arcane. Est-ce que ça compte ? Et on montrera aussi à quel point Sung-woo est le pire gars de tous les temps et que c'est correct et éthique de le haïr. Ok, d'accord, bon, j'exagère. Non, en fait, non, j'exagère pas. Nique-toi, Sung-woo! Nique-toi! Évidemment, spoiler sur toute la série, regardez-la avant de voir cette vidéo. Je pars du principe que tout le monde dans le monde entier a vu Squid Game avant, donc je vais pas expliquer qui sont les personnages et de quoi ça parle. C'est Kaiji avec des gens en jogging en fait, voilà. Et attention, avertissement pour ceux qui n'aiment pas ça, il va y avoir du sang et des morts. Oh, que vois-je? C'est la démonétisation YouTube. Vous êtes prêts? C'est parti. Hop là, voilà, viens là mon petit. Bonjour toutes et à tous, ici Light Moderne. Je suis Yacine Lalmi, nous sommes les fondateurs de Tsubomi Édition. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Tsubomi c'est à la fois une maison d'édition de mangas 100% originaux faits par des auteurs qu'on a démarchés nous-mêmes au Japon et ailleurs, et aussi une application en ligne qui vous permettra de lire tout notre catalogue de mangas en prépublication chapitre par chapitre tous les mois sur ordinateur, tablette et smartphone. De plus, notre application Tsubomi sera disponible en 3 langues. Français, bien sûr, mais aussi japonais et anglais. On a fait d'énormes progrès sur l'application et on compte vous sortir une version bêta printemps 2022. Mais en attendant, vous pouvez déjà aller sur notre site web tsubomi.fr pour ne rater aucune news, lire des articles sur nos mangaka et consulter notre boutique. Boutique qui vous propose des superbes tableaux en aluminium dessinés par nos talentueux auteurs que vous pouvez commander dès maintenant sur tsubomi.fr/boutique. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et la newsletter du site. Tous les liens sont dans la description. Et ne nous ratez surtout pas pendant le Festival international de la BD d'Angoulême du 17 au 20 mars. On aura plein de choses à vous montrer. Plus d'infos dans notre vidéo d'annonce sur la fiche dans le coin ou la description. J'espère que vous serez nombreux à continuer de suivre et soutenir le projet Tsubomi. Vraiment, merci beaucoup pour votre patience, pour votre soutien, pour votre bienveillance. On se dit à très bientôt à Angoulême, mais aussi sur Internet. Il m'est arrivé de croiser sur internet des personnes disant que Squid Game, en fin de compte, c'est une fable mettant en garde ceux qui font n'importe quoi avec leur argent, qui sont irresponsables au niveau budgétaire, ou que c'est une piqûre de rappel contre ceux qui dilapident bêtement leur argent dans des jeux de hasard. Croire ça, c'est partir du postulat que tout ça, c'est un
peu la faute des participants de s'être embarqués dans le jeu et que rien ni personne les obligeait à jouer. La preuve, s'ils sont d'accord à la majorité, ils peuvent partir à tout moment du jeu si ça ne leur plaît pas. Donc ok, c'est un jeu cruel et horrible, mais ils avaient quand même le choix de dire non. Mais ce serait ignorer injustement énormément de paramètres que de tout ramener à la question de la responsabilité individuelle. Oui, Ji-Hoon aurait pu éviter de jouer aux courses de chevaux avec l'argent de sa mère. Salut Hermite du futur, c'est juste pour vous dire que pendant toute la vidéo, je dis Ji-Hoon au lieu de Gi-Hoon. C'est une erreur de ma part, je suis vraiment débile. À un moment, je dis même Jin-Woo comme un absolu connard. Désolé d'avance, et bonne vidéo quand même, et mes excuses à la langue coréenne en général. Mais même sans ces prises de risque, le personnage était déjà suffisamment dans la merde noire financière pour que le jeu lui paraisse être une option attrayante. Le personnage a fait plusieurs choix dans sa vie qui étaient tous valables, mais l'ont tous mené vers la misère. Il a donné plusieurs années de sa vie à une usine automobile et en récompense, il a été viré, payant ainsi les pots cassés d'une boîte mal gérée. Il a voulu résister pendant une grève et lutter pour la sécurité de son emploi. Résultat, il a été brutalisé par la police tout en voyant son ami battu à mort. Petite parenthèse, ce point scénario est inspiré d'une vraie grève d'usine automobile sud-coréenne en 2009. Spoiler, ça s'est mal passé aussi. Dans les dialogues, c'est même expliqué qu'il a essayé d'ouvrir un restaurant après son renvoi, parce que c'est la solution pour tout ça. Non, Seon Ji-Woon, 47 ans, ancien employé de Dragon Motors, équipe 1 d'assemblage. A démissionné il y a 10 ans lors de la restructuration, a ouvert un restaurant de poulet et un snack bar, les deux ont coulé. Tu ne veux pas être salarié? Ah, mais il va falloir prendre ta vie en main. Sois un entrepreneur. Startup Nation. Ça me réussit bien en ce moment, l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a gagné en fin de compte en faisant ça? Des dettes avec la banque et la mafia. Et un divorce en bonus, faut pas oublier. C'est très difficile pour Ji-Hoon de se reconvertir dans d'autres domaines vu ses circonstances. Surtout avec l'étiquette gréviste collée sur le front. Le fait est que Ji-Hoon a essayé toutes les solutions éthiques et acceptables dans la société, et la vie lui a craché à la figure pour ça. Pareil pour Sae-Byeok, la rescapée de Corée du Nord, c'est quand même pas sa faute, si elle est née dans une dictature à la base. Et peut-on vraiment la blâmer d'avoir essayé de claquer son argent dans des tentatives de sauver sa famille? Et ce, en dépit de l'adversité qu'une personne nord-coréenne peut subir en Corée du Sud, comme des soucis d'intégration et de discrimination. C'est dans ces moments-là qu'une personne se retrouve sans issue, en plus d'être sans le sou. Ne pouvant pas raisonnablement rembourser ses dettes par les moyens classiques, une personne comme Ji-Hoon se retrouve alors très susceptible de croire quelqu'un lui apportant une nouvelle alternative, une nouvelle option, un peu d'espoir. Il peut s'agir d'une secte, d'une arnaque, d'un jeu d'argent, ou même d'un jeu dangereux. Ce que le jeu mortel du Squid Game offre, c'est la certitude que la vie misérable de quelqu'un puisse changer du jour au lendemain. Il n'y a pas d'option. C'est une forme indirecte d'ultimatum, une menace sans violence explicite. Pour mieux comprendre, voici un cas hypothétique assez simple, si ce n'est dégueulasse. Mathias, Oui? veux-tu bien boire cette pisse? Mais non! Mais si, bien sûr que tu veux boire cette pisse, parce que comme ça, ton père guérira de son cancer. Sinon, c'est la mort qui l'attendra demain. C'est bien, Mathias. Doux et délicat, Mathias. Et en gage d'appréciation, prends donc un peu de sucrète, histoire que ça passe mieux. Si tu le souhaites, bien sûr, je ne t'oblige à rien. Oh bah merci, écoute, c'est cool d'avoir le choix. On est d'accord, c'est pas ouf comme choix. Maintenant, je vais boire de l'eau normale. Mathias aurait sûrement eu plusieurs autres options dans sa vie dans d'autres circonstances, mais il a été mis dans une position suffisamment vulnérable pour que la piste lui apparaît comme seul choix certain. D'ailleurs, l'idée là, bonjour. Non. Le pire, c'est que le poids d'un choix n'est souvent apparent qu'après l'avoir fait. Les organisateurs du jeu, comme les boîtes ou les compagnies de crédit, cherchent souvent à cacher ou minimiser les graves conséquences derrière les choix a priori anodins qu'ils proposent. C'est seulement durant le premier jeu, quand les gens ont su que le jeu impliquait des meurtres. Non, enfin, monsieur le juge, moi je n'y peux rien. Je veux dire, c'est très clair dans les règles. Si les joueurs ont perdu, ils se font éliminer. Éliminer. J'y peux rien si éliminer dans le dictionnaire a plusieurs sens, comprenant la mort. J'y peux rien, ces gens sont déjà allés à l'école, enfin. C'est là que l'importance du génial épisode 2 pèse dans le propos. Car si en effet les joueurs ont le choix de quitter le jeu après un vote à la majorité, les organisateurs du jeu ont utilisé 2 magouilles pour orienter le comportement des joueurs.
Premièrement, la certitude que leur vie à l'extérieur est suffisamment misérable et brutale pour que le jeu paraisse comme une alternative plus intéressante. Leur seul choix en l'occurrence est de mourir impuissants dans la rue ou mourir dans des jeux où ils ont l'impression d'agir sur leur destin. Pas ouf comme choix, hein. Voulez-vous un peu de peace en ces temps difficiles, monsieur? Deuxièmement, juste avant de procéder au vote, ils feront bien attention à montrer combien d'argent ils peuvent gagner s'ils continuent le jeu. 45 milliards de won, soit autour de 33 millions d'euros. Tout le monde était d'accord pour voter de quitter le jeu, mais les votes sont devenus très serrés après qu'on leur montre combien ils peuvent gagner en restant. Juste avant le vote. Oh non! Utiliser de l'argent pour influer sur le processus démocratique! Oh là là, ce n'est pas possible. Heureusement que c'est pas la réalité et que c'est qu'une série Netflix. Je vais repère Murdoch! Oh, excusez-moi, pardon, j'ai eu une sacrée toux dernièrement, je sais pas ce qui... Fais-moi Bolloré! Certains diront que c'est normal de montrer tous les tenants et aboutissants de ce vote, mais pourquoi avoir dissimulé l'info au début qu'ils allaient mourir? Pourquoi ne pas avoir indiqué la somme d'argent possible plus tôt au lieu d'attendre un vote? Simplement car ils donnent les bonnes informations au bon moment, dans le bon ordre, pour conditionner le comportement des joueurs, les empêchant de peser le pour et le contre au préalable. Bref, je pense que c'est très malhonnête finalement de blâmer quelqu'un pour avoir fait un choix sur lequel il a très peu d'emprise sur les tenants et aboutissants, sans moyen de correctement les étudier. Surtout quand la misère qu'il essaye de fuir le rappelle à lui par des moyens déloyaux. Bref, comme disait le philosophe, ne haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu. Sun Woo est un personnage très intéressant. Ce qui est un euphémisme pour dire que ouais d'accord il est très bien écrit mais il devrait quand même niquer la grosse race de ses morts. J'oublierai jamais ce que t'as fait. Ali croyait en toi. Ali croyait en toi. Sun Woo avait tout pour représenter le modèle de réussite idéalisé par la société capitaliste. Né dans un quartier pauvre, soutenu par une mère qui a durement travaillé dans sa poissonnerie pour payer ses études, il réussit, malgré ses modestes circonstances, à entrer dans la grande université de Séoul, la capitale, obtenant ainsi un prestigieux diplôme en commerce et gestion des affaires. Il avait soi-disant tout pour réussir, avec un travail confortable et un salaire généreux. Mais au final, il a quand même fini dans ce jeu à côté des chômeurs chroniques, des vieillards malades, des immigrés, des voyous, tous ces gens vivant dans la précarité que la société méprise et rejette. Sun Woo s'est retrouvé endetté principalement pour avoir placé son argent et celui qu'il a détourné et volé à ses clients dans des investissements hasardeux. Souvenez-vous les enfants, la finance et la bourse, c'est un peu aussi du casino. Il a même misé la maison et le commerce de sa mère pour financer ses opérations. Il a justifié plusieurs crimes et décisions douteuses dans l'idée de gagner des sommes d'argent énormes. Et finalement, sa plus grande faute aura été d'échouer et de se faire gauler. Car de son point de vue, et celui de beaucoup de requins de la finance, s'accaparer l'argent des autres n'est pas un mal si on peut garantir de regagner plus tard beaucoup plus d'argent en retour. Cette mentalité vous a été offerte par la crise des subprimes de 2008. Cela fait de Sun Woo le candidat idéal pour ce jeu, car en bon petit soldat de la finance qu'il est, il a cultivé l'art de l'ultra-compétitivité sans scrupules. Sa première action dans le premier jeu, 1, 2, 3 Soleil, fut de se planquer derrière un autre joueur pour ne pas être vu par le détecteur de mouvement. Quand il avait réussi à deviner le jeu des biscuits au caramel, il a préféré garder l'info pour lui afin d'avoir l'avantage sur ses concurrents. Dans l'épreuve des dalles de verre, il a tué le vitrier dès qu'il a arrêté d'être utile alors que c'était pas sa faute et justifia son meurtre en disant tiens que c'était suspect qu'il ait gardé l'info pour lui avant. Hôpital, charité, poutre, œil... Enfin, dans l'épisode 8, attention gros spoiler, il a justifié le meurtre de Sae-byok en disant que de toute façon, sa mort était déjà proche et qu'il voulait éviter un nouveau vote pour arrêter le jeu. Le seul moment où il a vraiment collaboré en équipe, c'est durant une épreuve de tir à la corde où il était littéralement menotté à la corde. Sun Woo rationalise toutes ces horribles décisions dans l'idée que ça vaudrait le coup vu qu'il gagnerait les 45 milliards de won plus tard. Il est incapable de s'arrêter et reculer à ce stade. Il ne peut même plus envisager que les autres joueurs comme Jin-woo puissent agir par vraie empathie et esprit d'entraide. Sauf à la fin, quand il a décidé de se tuer. Faites pas ça chez vous les enfants. Et là, je vais devoir vous parler
de ce qu'il a fait à Ali dans l'épisode 6. Et ça me fait chier. Non mais oui, mais ça me fait chier parce que là, t'as l'indignation, t'as la colère, t'as les ressentiments, là. Ils étaient enfouis, mais là, ils remontent comme ça, ils arrivent là, j'ai envie de pleurer, et j'ai envie de gueuler, et j'ai envie de sortir, et j'ai... J'ai 20 billes. La règle disait qu'on pouvait obtenir les billes de son adversaire en jouant à n'importe quel jeu, pourvu qu'on n'ait pas recours à la violence. 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 Le gars allait se faire battre par Ali de façon juste et équitable dans les respects des règles, avant de gagner avec de l'abus de confiance, des fausses informations, des détournements de possession et des promesses en l'air, d'un futur radieux pour eux deux. Ce qu'il a fait au pauvre Ali avec ses billes en tant que joueur, Sun Woo le faisait à ses clients avec leur argent en tant que financier. Le jeu, comme la finance et la société capitaliste, encourage les comportements compétitifs plutôt que la vraie collaboration. Parce que fondamentalement, le jeu est conçu pour n'avoir qu'un seul joueur gagnant. C'est une course de chevaux avec des humains qui a pour but d'amuser et enrichir des gens plus haut placés profitant du système. Au final, un seul cheval est autorisé à atteindre la ligne d'arrivée. Qu'il s'agisse d'un cadre diplômé à la solde de son PDG ou d'un cheval de course au profit de son parieur, Sun Woo n'existe que pour dépasser et piétiner ses concurrents afin d'enrichir ses maîtres. Et c'est vraiment tragique, en fin de compte. La fierté de sa mère, le symbole de réussite de son quartier. Même lui se fait exploiter dans cette histoire. Jusqu'à croire qu'il est forcé de prendre des décisions horribles que personne d'autre ne prendrait, alors que ça le rend plus malheureux et désespéré. Même les profils de gagnants restent des victimes du système. N'empêche, c'est quand même pas une raison de l'avoir mis à Ali à l'envers comme ça. Putain! C'est pas des méthodes, hein! C'est pas des méthodes! À un moment, à la fin de l'épisode 5, le maître du jeu parvient à chasser des agents qui ont conspiré avec un participant pour l'aider à gagner plus facilement les épreuves. Du coup, vu qu'il aime pas la triche, le maître du jeu te sort un discours sur le caractère noble de ces épreuves parce qu'elles symbolisent l'égalité, le fait que tout le monde joue à la loyale sur un même pied d'égalité, avec les mêmes chances de gagner. Ainsi, dans un monde d'inégalité et de discrimination, le jeu est finalement le seul endroit où ils peuvent vraiment prouver leur valeur et avoir ce qu'ils méritent. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vont croire la connerie qu'il vient de raconter? Peut-être que le mec qui est cosplayé en Dark Vador et qui a la tronche de Andros dans Star Fox Super Nintendo, il a peut-être raison au fond, il a peut-être un point, un argument. Non! Ne croyez pas, c'est mensonge, il y a clairement pas de vraie égalité ou de méritocratie dans ce jeu. Tout ça, c'est des sérénades, des berceuses pour endormir les participants et rassurer les responsables de ce massacre du bien fondé de leurs actions. Au-delà du fait que c'est littéralement une course mortelle de chevaux humains dirigés par des milliardaires qui jouent comme des méchants de films de Steven Seagal, il y a plein de paramètres qui montrent bien que les organisateurs du jeu pipent les dés en faisant croire aux participants qu'ils peuvent faire un Yahtzee. Est-ce que des gens jouent Yahtzee ici? Non? Ah merde, je savais que j'aurais dû faire une métaphore sur Mario Party ou un truc du genre. La plupart des épreuves se basent sur 3 techniques pour mener les joueurs à la baguette par le bout du nez. La rétention d'infos, le faux hasard et le contexte opprimant. Comme on l'a déjà abordé au début, le jeu donne juste assez d'infos aux joueurs pour leur donner l'illusion de se préparer et d'établir des stratégies, mais sans jamais dire précisément pour quel jeu ils se préparent. Du coup, à chaque fois qu'ils découvrent quelle épreuve ils vont faire, c'est vraiment le paramètre de la chance qui détermine le taux de réussite. Et ceux qui ont l'impression de ne pas avoir eu de chance vont avoir de pires performances à ces jeux, exacerbées par l'aspect menaçant de l'environnement de jeu. Parce que le risque de mort ne suffit pas, il faut aussi que la mort soit sale, sanglante, très violente et qu'elle se trouve constamment à 2 cm de ton visage. Oh, tu as choisi le parapluie! Oh, ben pas de chance, c'est pour une épreuve de taillage de biscuits. Quel malheureux hasard que tu sois tombé sur le motif le plus complexe juste parce que tu kiffes les parapluies. J'espère que tu as pas les mains qui tremblent à cause du stress et du mec masqué qui a un magnum pointé sur ta tête à chaque instant. Oh mais oui les gens, c'est juste une épreuve de 1, 2, 3 soleils, on a juste oublié de vous parler des snipers cachés un peu partout. J'espère que la vue du sang et des crânes qui explosent ne vous provoque pas des mouvements involontaires comme des sursauts, la tremblote, l'envie de crier ou le réflexe
très humain de vouloir prendre ses jambes à son cou. Nous sommes un jeu très égalitaire, voyez-vous, même les femmes, les malades et les vieux peuvent y participer. Chacun sa chance, comme la chance de tomber sur un groupe de mecs énormes, musclés et agressifs pour une épreuve de tir à la corde. Vous savez, une épreuve quasiment basée sur la force brute. Oups. Mais avec ce jeu, vos capacités seront reconnues à leur juste valeur, sauf si votre capacité vous donne un avantage dans le jeu, comme être un humble vitrier capable de distinguer une vitre normale d'une vitre blindée. Dans ce cas, on vous colle un handicap en baissant la lumière, sinon c'est pas drôle. On voudrait pas que vous puissiez utiliser votre métier pour survivre. Ceci étant dit, c'est un jeu qui permettra de sauver la vie de votre famille et vos proches. C'est pourquoi on vous encourage à former des équipes dans les dortoirs juste avant une épreuve, histoire de tisser des liens, qu'on retournera contre vous dans une compétition mortelle entre deux amis ou un couple marié. C'est pas rigolo, ça. Tuer sa femme pour l'argent censé sauver soi-même et sa femme, en fait. On est taquin comme ça dans le jeu. Reparlons des dortoirs, tiens. J'aime autant les épisodes sans épreuve, vous savez ce qui se passe dans les dortoirs là, que ceux avec. Parce qu'en vérité, le jeu ne s'arrête pas que aux épreuves, il ne s'arrête pas que dans les terrains de jeu, il continue dans l'intimité des joueurs. C'est une sorte de méta-jeu, ou de métagame en fait, qui se met en place. Wikipédia définit un metagame comme étant l'ensemble des stratégies et des méthodes qui ne sont pas explicitement prescrites par quelque règle que ce soit, mais qui résultent de la seule expérience des joueurs qui émerge en dépit de ce que les développeurs avaient prévu. La dernière partie se discute un peu, mais globalement c'est une bonne définition. En fait, le metagame, c'est un jeu autour du jeu, ou plutôt l'environnement autour du jeu. La partie stratégie, alliance, collecte d'informations et discussion entre les joueurs qui vous aidera plus tard à gagner le jeu principal. Par exemple, dans Pokémon, le metagame consiste entre autres à savoir quels sont les Pokémon les plus puissants, les Uber, ou les plus surutilisés en compétition, les Overused, et déterminer comment les contrer lors de championnats ou quelles règles mettre en place pour leur existence. Ni Nintendo ou Game Freak n'indiquent qu'il fallait jouer comme ça, ce ne sont pas du tout des terminologies qu'ils utilisent, mais c'est ce que font les joueurs. Par contre, ces compagnies peuvent influer sur le metagame en faisant des mises à jour sur les règles, obligeant les joueurs à vite réagir pour rester compétitifs. Par exemple, en introduisant les Pokémon de type Fée, capables de contrer les Pokémon Dragon, qui étaient jusqu'à présent des valeurs sûres pour gagner, souvent représentées dans les catégories Uber et Overused, ça a mis le metagame en ébullition et des tonnes de Pokémon qu'on pensait nuls sont devenus tout de suite très viables. Dans Squid Game, le metagame, c'est ce qui se passe dans les dortoirs. Les alliances, les manigances, les meurtres, tout ce qui se passe en dortoir a une influence sur les épreuves et c'est là qu'on peut bien foutre le bordel. Par exemple, de la même façon dont la scène compétitive Yu-Gi-Oh a décidé de bannir le pot de cupidité pour être trop OP, Deoxu, le mafieux, a décidé de bannir 27 joueurs de la vie. Stratégiquement, on appelle ça faire un move de pro-gamer. Mais c'est parce que les organisateurs du jeu ont aussi décidé de laisser faire cette pratique. S'ils voulaient vraiment empêcher les joueurs de se tuer entre eux et en garder un maximum en lice pour chaque épreuve, ils le pourraient facilement vu qu'ils peuvent les time-out avec leur équipe de modos armés de semi-automatiques. Mais ils ont décidé que le jeu serait plus intéressant si les profils les moins habilités à gérer la violence se faisaient purger par des brutes, qui eux correspondent aux profils qu'ils valorisent. Le coup de rationner de faibles quantités de nourriture et créer une pénurie artificielle de bouffe pour énerver tout le monde, c'est aussi une décision consciente d'influer sur le metagame. En somme, le jeu n'est clairement pas égalitaire, car s'il donne virtuellement les mêmes outils à tout le monde pour réussir, il encourage intrinsèquement et insidieusement certains types de joueurs à réussir plus que d'autres. Être potentiellement bon aux épreuves ne suffit pas pour réussir. Il faut aussi gérer énormément de paramètres extérieurs qui n'ont rien à voir avec son mérite personnel ou sa valeur intrinsèque. Dans tous les aspects de notre existence, on se fait pourrir par un metagame dont personne ne nous a prévenus. Naruto, le monde est pris dans un genjutsu gigantesque qui s'appelle le capitalisme. Être une bonne personne compétente et volontaire ne suffit malheureusement pas pour gagner le droit à une vie décente. Il y a énormément de paramètres qui jouent contre vous. Votre rapport à l'autorité, votre façon de vous présenter, votre accès à l'information, vos origines sociales et culturelles, la chance et plein d'autres choses encore. Dans Le Petit Prince, l'astronome turc a beau avoir découvert un nouvel astéroïde, c'est seulement en jouant le metagame de s'habiller comme un Européen qu'il apporte de la crédibilité à ses découvertes. Tu as beau faire 100 ans d'études, avoir tous les diplômes du monde et l'afficher sur ton CV, ça ne suffit pas. Faut maintenant respecter le metagame de faire de la putain de performance artistique pour qu'on daigne le lire, ton CV. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais je m'égare.
Tout ça pour dire que Squid Game montre de façon simple, limpide et évocatrice comment les structures qui nous régissent entretiennent l'inégalité. En nous cachant des informations et des paramètres, en nous aveuglant avec le culte de la compétition et en nous culpabilisant par la réduction de tout le mal qui nous arrive à seulement notre responsabilité individuelle, le jeu montre comment on peut, pour le profit des nantis, mieux persécuter les démunis en leur faisant croire que c'est de leur faute de ne pas réussir dans une société soi-disant égalitaire. Même sans les manigances, les mensonges et tout le reste, le Squid Game, dans toute sa barbarie et sa cruauté, serait au mieux une société égalitaire, entre guillemets. Pseudo-égalitaire, en fait. Pas l'égalité dans le sens où on lutte contre la pauvreté, la hiérarchie, la discrimination pour rendre le monde meilleur et tout le monde égaux. Non, non, non. Non, une égalité spéciale, en fait, définie par les libéraux et les capitalistes, en mode « on t'a donné tous les moyens pour réussir ». Donc maintenant, ça dépend plus que de toi pour pas crever. Démerde-toi. Il y a pas mal d'images schématiques très simples à comprendre pour le plus grand nombre parlant de la différence entre égalité, équité et véritable justice. La façon dont nos sociétés définissent l'égalité, c'est de traiter tout le monde pareil en fournissant les mêmes outils standards de réussite à des gens aux circonstances et conditions radicalement différentes. Là où tout le monde serait sur un pied d'égalité, ce serait dans un monde équitable ou juste, où chacun dispose d'outils à sa mesure pour compenser ces inégalités et où le problème systémique lui-même est adressé pour vraiment offrir les mêmes opportunités à tous. La série Squid Game, en nous montrant ce que le monde peut créer de pire, nous donne envie d'un monde meilleur. Pas un monde injuste, pas un monde à peine égalitaire, un monde équitable, un monde vraiment juste. Et j'ai hâte de voir si dans la saison 2, Ji-Hoon arrivera à apporter cette justice en détruisant le système comme il l'a promis. En attendant, nique-toi quand même, Sung-woo! T-Bali forever! Petit remerciement à Bolshevik pour avoir relu et commenté le script de cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour découvrir son contenu et voir sa vidéo sur Squid Game. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitmoderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Ça fait depuis octobre-novembre 2021 qu'on essaye de travailler sur cette vidéo. La fin d'année 2021 est un peu difficile, mais on est content de vous la montrer aujourd'hui, même si c'est un peu en retard. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.